Nous, tout ce qu'on fait, que ce soit les DJ sets, les collabs, les si, c'est parce que c'est nous et ça se ressent du coup quand on le fait. Quoi de mieux que de venir danser tout l'après-midi comme un fou dans un café. Tu te retrouves avec 30 personnes en maillot de bain dans le café. Moi, quand je regarde ça, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois, en vrai. Mais en même temps, c'est trop drôle. Bon Charles, est-ce qu'on est parti? On est parti. Bon, déjà, je suis toi. trop content de te recevoir ici. Eh ben écoute, plaisir partagé Est-ce que d'être ça avec roule toi. déjà? Est-ce que ça va? Ah bah ça va super bien en vrai. Ok. Premier podcast avec toi. Autant dire que je prends un maximum de plaisir là. Bon bah tant mieux, parce que ouais, du coup on s'est rencontrés il y a quelques temps, on a échangé de loin, et finalement on s'est vu pour la première fois il y a peu de temps. Il y a peu de temps, finalement, Du coup, c'était il y a 2 semaines seulement. Bah ouais, carrément. Du coup j'ai appris ton parcours, je sais que tu as fait tes armes dans la resto à Lyon, tu as commencé avec Tout à fait. Popote, donc sous Exactement. franchise. Tu es devenu le premier franchisé Père et Fiche. Exactement. Ce qui est d'ailleurs très marrant parce qu'on a reçu Alex ici, bon, tu le sais, mais je dis pour ceux qui nous écoutent, je pense 1 mois avant le lancement de la première franchise. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler des deux côtés. Ouais, bien sûr. Ensuite, tu as monté, alors je sais pas si l'ordre chronologique est bon, mais tu Pour as l'instant, monté, c'est bon. Ok, Stuff Burn. Alors en fait, Stuff Burn, je l'ai monté entre guillemets avant Père et Fiche, mais après les ouvertures avec les problèmes de chantier et tout ça, sont à peu près arrivés en même temps. Ça a coïncidé un petit peu. Donc qui est ton premier établissement sous ton nom, pas sur réseau de franchise, à Paris, un coffee shop qui fait plein de trucs trop cool et pas que du café, du coup, non, des exactement. events, des collabs, on va en parler après. Je pense qu'un bon moyen, comme on le fait à chaque fois de commencer, c'est par ton parcours. Ok, par où tu as let's go. commencé, qu'est-ce qui t'a poussé dans la resto? Parce que du coup, tu es quand même un profil très restaurateur et tout ce que tu juges bon de partager. Ok, trop cool. Alors, profil très restaurateur, mais après, comme tout le monde, j'ai fait des études entre guillemets assez classiques. J'avais fait un master 1 en finance de marché à la fac à Lyon. Et après, j'avais enchaîné avec un parcours grande école à l'EM Lyon. Parcours assez classique scolaire. Après, pour rassurer les parents, tout ça, c'est bien de valider ses diplômes et tout. Ouais, bien sûr. Mais moi, en parallèle, j'avais commencé à bosser dans la restauration dès mes 18 ans. Donc, j'ai vraiment bossé là-dedans depuis ma jeunesse. Et j'ai tout fait dans la restauration. J'ai fait du bar, du service. Après, j'avais été assistant manager d'un bar. J'ai bossé même en boîte de nuit. Enfin, vraiment, j'ai fait tous les postes possibles et inimaginables de ce métier-là. Ok, en saison ou genre non, job vraiment à étudiant en l'année. même temps, Bah, franchement, en parallèle des études, bah, surtout en école de commerce, tu sais bien que tu as quand même pas mal de temps. Ouais. Et du coup, même, je pouvais cameraman faire un CDI de 35 heures quoi, en parallèle de l'EM. Donc voilà. Et non, j'ai toujours travaillé vraiment en contrat tout le temps depuis le début de mes études. Et c'est vrai que je me suis pris de passion pour ce métier sous toutes ses formes, hein, que ce soit le contact client, le fait de développer des concepts, le marketing à outrance pour attraper les gens, tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et sorti d'études, je ne me voyais pas faire autre chose que partir dans la restauration. Ok. À l'EM, tu as fait quoi comme parcours? J'avais fait un truc entrepreneurial, ouais. Ok, et donc dès le début, tu faisais maturer un peu ce projet d'ouvrir un resto après? Exactement, ouais. Il y avait cette idée en tête, sachant que l'EM, bon, se prévaut, après, est-ce que c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas, se prévaut un peu d'être l'école qui favorise l'entrepreneuriat et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pendant mon parcours, moi, je m'étais spécialisé là-dedans en ayant en tête que potentiellement, sortie d'études, après, ça demandait un peu de sous, etc. Donc, il a fallu travailler un petit peu quand même. Mais je voulais ouvrir un établissement, ouais. Ok, ce qui est marrant parce que souvent, les parcours grande école, entrepreneuriat, tu as beaucoup Startup Nation. Je pense que tu dois avoir peu de profils resto. Quoique Alex, idem, parce que je crois que Père et Fiche, ça c'était vient directement, ouais. Bah, je pense que, alors peut-être notre génération et celle d'Alex, il y avait moins de gens qui partaient dans des métiers un peu plus terre à terre en entrepreneuriat. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe vachement. J'entends beaucoup de gens plus jeunes que nous qui disent ouais, maintenant c'est sûr que je vais vouloir monter un resto, une boulangerie, comme Union qu'on a rencontré. Je pense que ces métiers-là un peu plus manuels, plus terre à terre, plus concrets, où forcément tu as peut-être une rentabilité qui est moindre et c'est moins scalable facilement. Mais je pense qu'il y a un renouveau pour ça et de nouveau une appétence. Et en tout cas, c'est vrai que dans ma génération, c'était pas quelque chose de très commun, mais ouais, moi j'avais déjà cette fibre pour ça et je me voyais pas partir dans autre chose pour l'instant. Ouais, et puis c'est assez cool parce que du coup, tu as une nouvelle dimension, enfin en tout cas, cette génération-là porte une nouvelle dimension un peu plus technologique. Bien sûr. À la resto. Et il n'y a pas tout gâché. Alors effectivement, j'ai un profil très restaurateur, mais je pense que les études, comme on a pu faire, c'est un plus dans tous les cas dans ce métier-là, tu vois. Ouais. Je pense que si tu as que ça, il y a une dimension peut-être opérationnelle et un peu concréto-concrète que tu vas pas avoir et qui va peut-être te manquer au début. Mais par contre, à l'inverse, si tu as déjà taquiné un peu du métier, mais que tu as ce petit plus d'avoir fait des études qui te poussent là-dedans, etc., bah, c'est évidemment un plus. Hein. Tu as une vision comptabilité, finance que tu n'aurais pas forcément. Tu as aussi une légitimité, hein, que ce soit auprès des financiers, des banques, tout ça, qui est un peu supérieure. Hein. Tu as un nom d'école qui est valorisable, etc. Donc, c'est vrai qu'on te légitime un peu plus et c'est plus facile d'aller chercher du financement, je pense. Ouais. Et du coup, donc financement, sortie d'études, besoin quand même de travailler un petit peu. Tu Exactement, ouais. Premier resto chez Popote. Chez Popote, qui a un petit historique aussi pour moi. En fait, j'étais en stage pour l'EM chez Deezer à l'époque sur Paris. Et j'avais rencontré Julien et Guillaume, les fondateurs, mais qui à l'époque avaient
juste 2 ou peut-être 3 maximum établissements en succursale. Ils n'avaient pas encore ouvert à la franchise. Et moi, j'avais matché de ouf humainement avec eux. Et je m'étais dit, pourquoi pas, pour ouvrir une première affaire, commencer avec eux, tu vois, en sortie d'études. Et c'est ce qui finalement s'est fait 2 ans plus tard, fin de diplôme et tout ça. Je les avais recontactés, on se souvenait des uns et des autres, on s'était vu plusieurs fois et tout. Et ça avait bien matché de nouveau et on s'est dit let's go, autant ouvrir un pop-up à Lyon quoi. Ok, parce que tu anticipes un petit peu ma question. Je veux dire que quand on sort d'études, du coup, qu'on veut se lancer dans la resto et qu'on veut trouver du coup un établissement sous franchise, il y a tellement de réseaux maintenant. Tu vois, on en a reçu pas mal ici. À chaque fois, ils parlent du côté franchiseur, déjà de la difficulté de trouver des franchisés parce que tu fais Franchise Expo, Salon de la franchise. Maintenant, tu as des centaines et des centaines de centres. J'ai demandé du coup comment est-ce que toi tu t'es orienté vers eux plutôt qu'un autre. Complètement. Donc c'est plutôt un choix relationnel sur l'humain. En fait, il y a toujours 2 choix. Je pense qu'il y a le choix du cœur et le choix de la raison. Le choix de la raison, c'est qu'en Popote ou même en Péréfiche, j'ai vu des opportunités business. J'ai vu pour moi, selon moi, après peut-être que je me tromperais, mais je ne pense pas me tromper en tout cas à l'heure actuelle, j'ai vu des marques qui pour moi avaient vraiment beaucoup, comment dire, elles plaisaient. J'ai vu des marques qui avaient un fort potentiel. J'ai vu des marques où potentiellement je pouvais gagner de l'argent. Surtout que ce soit Popote ou Péréfiche, j'ai été first franchisé à chaque fois. J'étais vraiment le premier. Aussi. Ouais, exactement. C'est énorme. Et je pense que ce truc-là, quand tu es un peu early dans la franchise, ça te permet d'avoir vraiment de bénéficier de tout l'effet de mode, de l'effet de nouveauté de la marque en question. Et du coup, il y a forcément un côté business. Après, si je voulais faire que du business, potentiellement, j'aurais monté que des marques que pour moi. Et j'avoue, moi, je mets vachement d'importance dans l'humain. Et je pense ne pas m'être trompé, que ce soit sur Julien et Guillaume de Popote ou sur le trio de Péréfiche, où vraiment, je trouve que quand ça match intellectuellement, humainement, amicalement même, je pourrais dire, je pense qu'ils seraient d'accord avec moi, le travail se passe beaucoup mieux et tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus vite aussi. Donc j'ai mis vachement d'importance là-dedans et c'est ce qui m'a convaincu de faire, entre guillemets, autant de franchises, alors que c'était vraiment pas ce à quoi je me prédestinais, mais c'est vraiment les projets auxquels je me suis affilié et que j'y croyais dur comme fer, quoi. Okay. Peut-être que tu peux rappeler quand même Popote ce qu'ils font pour ceux qui nous écoutent. Alors Popote, c'est une petite cantine de quartier, plutôt basée dans des zones à forte densité d'entreprise. Okay. Aujourd'hui, ils ont pris un petit virage, ça sera Popote Food Bar and Coffee. Donc, un mixte entre vraiment une cantine de quartier le midi et du coffee shop matin et après-midi. Ok, donc en restant quand même sur de la nourriture un peu plus travaillée que généralement ce qu'on retrouve dans le coffee shop. Exactement. Un peu plus travaillé, même plus travaillé que leurs concurrents directs, sans citer de nom, parce que j'ai pas envie de critiquer d'autres marques. Mais en tout cas, ils ont des produits, tu vois, ça sera jamais une salade maïs, thon, tomate, tu vois, en vrai. Ouais. Eux, il y a toujours un twist, il y a toujours une petite idée derrière, il y a toujours une petite épice que les gens ne connaissent pas, et c'est ça leur force. Je pense que dans la créa, ils sont très bons. Et ce qui est cool, du coup, c'est que tu disais que tu étais le premier franchisé des deux côtés. Ouais. Et j'imagine en plus qu'en tant que premier franchisé, tu amènes directement ta pierre à l'édifice. Parce que même si tu as des process qui sont, j'imagine, réfléchis avant le lancement en franchise, parce qu'il est évident, ce qui se passe concrètement sur le terrain est bien différent. Donc je pense qu'à mon avis, tu as dû vraiment te sentir impliqué dès le début. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Alors, quand tu pars en franchise, tu attends déjà quand même qu'il y ait un cahier des charges, parce que sinon, tu aurais ouvert ta marque tout seul, tu vois. Sûr. Donc forcément, tu attends qu'il y ait un peu d'accompagnement et qu'il y ait quand même des process un peu carrés. Mais par contre, c'est vrai que quand tu es au lancement, il y a encore 1 million de choses à penser. C'est hyper collaboratif, tu peux échanger des idées et tu avances en marchant. Et même eux, en fait, vu que tu es le premier, il y a des choses, alors des fois, où malheureusement, il y a des petits écueils, mais en même temps, c'est des écueils qui vont t'apprendre 1000 fois plus que si c'était tout carré à la McDonald's où on te donne un truc, tu as juste à le respecter et tu fonces, tu vois, en vrai. Effectivement, après, moi, c'est ce que je cherchais aussi. En plus, j'ai monté des premiers business en franchise en me disant, potentiellement, ça va m'apprendre des choses. C'est comme si j'avais choisi des mentors, entre guillemets, et j'aurais 1 million de choses à apprendre auprès d'eux, tu vois. Et du coup, le fait d'être dans les premiers, je pense que c'est encore plus vrai que si la marque, elle est déjà installée avec 15 établissements, tu vois. Ok. Et quand c'est vraiment tes potos, comment ça se passe au début? Parce que tu as quand même des droits de franchise, tu as un peu une redevance. Ça se passe bien, il n'y a pas de petites frictions en se disant putain, il faut quand même que je leur doive quelque chose, ou tu as un peu une position entre t'es le client aussi, tu fais partie du groupe, mais c'est le début. Enfin, comment ça se passe cette relation De toute façon, déjà dans la restauration, je pense que des frictions, il y en aura toujours. Hein. Ouais. C'est un métier de tension, donc t'as beau t'adorer, il y a des fois où ça grince un peu, tu vois. Mais après, c'est le jeu aussi, et tu sais que c'est attenant au métier, il faut faire la part des choses et séparer les deux. Mais non, c'est une bonne question. Après, je pense que c'est vachement aussi du côté du franchiseur de savoir quelle relation il a envie de construire avec ses franchisés. Et je pense que du côté de Popote ou de Péréfiche, ils ont cette même vision qui est assez familiale, qui est assez collaborative. Et du coup, ça donne envie encore plus d'avancer avec eux et de se donner pour eux, tu vois, en vrai. Alors que je pense qu'il y a des franchises où, pour le coup, ils ont une vision peut-être beaucoup plus on scale, on avance, on va vite aussi. On prend peut-être moins le temps de choisir les bons franchisés pour avancer. Et du coup, il y aura peut-être moins cette relation humaine, il y aura peut-être moins de friction potentiellement parce qu'il y a moins de rapports amicaux. C'est peut-être plus brut dans les échanges, mais en même temps, je pense que tu construis peut-être pas la même chose. Ouais, bien sûr. Donc là, tu as vraiment un arbitrage entre est-ce que, je grossis les traits, mais j'ouvre un McDo où je vais jouir de la notoriété. Ouais. Donc techniquement, ça va être quelque chose qui fonctionne, mais ça va être une machine à gage, je parlerai avec personne, relation humaine zéro.
ou je fais le choix d'une enseigne plus petite, plus récente, avec qui potentiellement il y aura vraiment de l'humain et Bien finalement sûr. rester dans un réseau. Complètement. resto, quoi. Et moi, je n'exclus pas de faire un million d'autres choses, que ce soit avec le trio de Père et Fiche ou avec Popote, sur d'autres business, sur d'autres idées. Je m'exclus jamais de retravailler avec eux sur d'autres projets, parce que vraiment, c'est un plaisir d'avancer avec eux. Je trouve que c'est tous des gens brillants et qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis hyper redevable de tout ça. Même sur l'année, au final, où je montais le Père et Fiche à Lyon et j'avançais en parallèle sur Stuff Burn avec Grégoire à Paris, il y a un million de choses que j'ai appris auprès d'Anto ou Alex ou Ava que j'ai pu réutiliser directement dans Stuff Burn, tu vois. Ouais. Alors que pourtant, ça faisait déjà 5 ans que j'avais 2 établissements moi-même de mon côté et ça faisait déjà 12 ans que je faisais ce métier. Et pour autant, il y avait encore tellement de choses que j'ai pu apprendre d'eux juste parce que c'est pas la même typologie de business. Du coup, ils ont pas pensé le business de la même façon et c'était hyper intéressant, même dans des process opérationnels, des choses comme ça. Donc, non, vraiment un bonheur de travailler Ouais, avec des gens c'est comme ça. exactement ce que j'avais demandé. Est-ce que tu trouves que du coup, il y a quand même assez logiquement une suite cohérente entre commencer dans la resto, on va dire, étudiante, puis te former de manière concrète avec un accompagnement par de la franchise? Parce Ouais. que souvent, les mecs, ils se lancent, ils savent pas forcément quel modèle choisir, mais finalement, c'est bien parce que tu es un peu, non pas pris par la main, mais Un petit peu on aussi, en vrai. bah On peut ouais, le dire, un on peut petit le dire. peu. Et après, tu vas réexploiter tout ça du coup pour ouvrir ta propre enseigne. Il y a vraiment un intérêt. Est-ce que aussi, deuxième petite question dans la Ouais. question, dans le même sens, Stuff Burn peut t'apporter des choses que tu viens implémenter de l'autre côté. 100%. Dans les deux cas, ça marche. Après, pour la franchise, je pense qu'il y a deux types de franchisés. Enfin, selon moi, je pense qu'il y a des franchisés qui veulent être un peu à leur compte, mais qui sont un peu averses au risque. Ouais. Donc pour eux, la franchise, c'est vraiment un truc rassurant parce qu'ils savent qu'ils vont être un peu plus ou moins entrepreneurs, mais en même temps, il y aura un accompagnement, ils seront jamais tout seuls. Et lorsqu'il y a un problème, on va les aider. Ouais. Donc je pense qu'il y a ce type-là. Moi, effectivement, comme tu le dis, j'ai vu la franchise comme me dire, ok, je sais que je veux monter une boîte dans la resto ou dans la food, etc. Mais là, même si tu as des années d'expérience, tu restes à 24 ans, tu es jeune, tu pas fait 1 million de trucs, tu pas tout vu. Je me suis dit, c'est un bon moyen de trouver des gens qui vont m'apprendre des choses pour demain, le jour où je ferai mon propre projet, d'être vraiment le mieux armé pour le faire, tu vois. Donc j'ai vraiment vu ça comme du mentoring, hein, vraiment. Moi, Julien et Guillaume, j'étais jeune encore une fois quand je les ai rencontrés la première fois, j'avais 24 ans. Pour moi, ils étaient brillants, ils étaient hyper impressionnants et j'étais les yeux pleins d'étoiles, tu vois, quand je les voyais bosser, parce que je les voyais avancer vite, entre guillemets, pour moi. Tu vois, la marque aujourd'hui, bah, maintenant, ils ont quand même 40 établissements en France. Moi, quand je suis arrivé Très, il y a très seulement cool. 6-7 ans, il y en avait 3. Ouais. Et moi, j'ai appris trop de choses, tu vois, en les regardant faire. Et donc, ouais, je voyais plus ça comme un moyen de me former, sans dire que c'était pour moi un side business dans lequel j'allais pas m'investir. Évidemment, j'ai tout donné, que ce soit pour Père et Fiche et pour Popote, mais je me disais, à terme, ça me servira pour faire d'autres projets. Et de toute façon, que ce soit auprès de Père et Fiche ou de Popote, je suis toujours hyper transparent et je leur ai dit que je ferais d'autres choses en parallèle, tu vois, ouais. Et donc, tu es d'accord pour dire que même si c'est de la franchise, il y a quand même du taf. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'en Évidemment. ce moment, surtout quand tu vois les nouveaux réseaux qui s'exportent de manière un peu rapide et colossale, en échangeant avec. C'était le fondateur de Bichef la dernière fois, Ouais. il disait que ces réseaux-là, souvent, ont tendance à prendre des personnes un peu rapidement, sans trop sélectionner la personne. Et c'est souvent des profils qui ont l'impression que la franchise, bah, en fait, c'est trop bien, j'ai rien à faire, alors que tu restes un entrepreneur et tu restes un restaurateur surtout. Tout Et à fait donc, d'accord. t'as pas à- Enfin, c'est pas le truc dans lequel tu vas juste mettre tes billes au début, ça va tourner tout seul. Je suis hyper d'accord. Je suis hyper d'accord. C'est Julien de Bichef, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, bah, je suis hyper d'accord avec lui. Je l'ai jamais rencontré. Je pense qu'on se croisera sûrement à l'occasion. Hyper d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'il y a beaucoup de marques. Alors après, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais je pense qu'il y a beaucoup de marques qui veulent avancer trop vite en franchise. Et dès qu'il y a un mec qui paraît un petit peu motivé, c'est comme d'ailleurs en entretien d'embauche, dès qu'il y a un mec qui paraît un petit peu motivé, ils se disent ah ouais, c'est sûr que ça va être le bon. Et en fait, souvent, je pense que dans les franchisés, il y en a qui aspirent à l'idée d'être entrepreneur, au statut que ça représente, mais ils pensent pas que mine de rien, il y a quand même monstre de travail. Derrière, c'est quand même ton établissement, c'est ton staff, c'est ton recrutement, c'est tes process, c'est tes marges à gérer. Et tout ça, ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner des outils, mais derrière, concrètement, c'est toi qui l'appliques et qui le fais. Donc en gros, à part, en fait, pour moi, la franchise, ça va t'aider sur l'amont. Donc tout le travail de création de marque que j'ai pu faire avec Ouais. Vianney pour Stuff Burn, la partie travaux, on va t'aider un petit peu, l'ameublement, tout ça. Donc vraiment la gestion de projet. Par contre, une fois que c'est ouvert, c'est exactement la même chose que Ouais, si c'est tu avais toi ton qui resto, tu vois. Et donc toutes les merdes que tu peux avoir, le frigo qui lâche, les contraintes, un salarié qui se pointe pas, elles sont pour toi. Donc le quotidien, entre guillemets, un peu dur de ce métier-là, tu vas le vivre. Donc si t'es pas prêt mentalement et que t'as pas l'abattage de travail pour le faire, t'as beau être en franchise, t'y Ouais, arriveras ça pas. tournera pas. Ouais, et c'est vrai qu'il a raison. Je pense qu'il y a beaucoup trop de franchises qui veulent avancer trop vite. Et je pense que c'est à la force de Père et Fiche, encore une fois, et de Popote, c'est qu'ils ont avancé. Ils avancent vite, mais ils avancent quand même pas si vite que ça, mais parce qu'ils avancent sereinement, sainement et en faisant les bons choix, je pense. Ouais, bah, Et ce c'est qui un pour peu- moi est un gage de qualité et de pérennité de ta boîte. Ouais, bien sûr. Et de manière, enfin, pré-ouverture, quand tu es en franchise, est-ce que c'est toi qui choisis les lieux? Ou est-ce qu'on vient avec une liste, on dit voilà, on veut ouvrir ici? Bon, j'imagine que ça dépend aussi des marques. mais- Ouais, je pense que ça dépend des marques. Après, par exemple, moi, vu que je viens de Lyon
et que, entre guillemets, je connais ma ville par cœur, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements dans cette ville-là, etc. Je pense que pour le coup, que ce soit pour Pop Out ou Père et Fiche, pour eux, c'est assez rassurant de m'avoir. Ouais. Parce que je connais la physionomie de ma ville, je connais la typologie des lieux, je sais dans quel quartier s'implanter en fonction de quel business model et tout ça. Donc je pense que ça dépend encore une fois qui est le franchisé tu es, tu vois. Moi, pour moi, je pense qu'ils venaient chercher chez moi aussi cette expertise-là de je connais les agents immobiliers sur place parce que j'ai déjà eu des établissements, je connais la ville, j'ai déjà bossé pas mal en restauration. Donc pour eux, ils se disent, OK, on a un mec qui sait où on va devoir s'implanter, tu vois. Ouais. Donc ça facilite le travail, ça évite de payer un broker ou quoi que ce soit. Je peux faire ce taf-là, tu vois. En fait, t'es Mais- un peu en vrai, sur le papier, le franchisé parfait quand même. Mais qui pour eux, arrive à j'étais trouver. parfait, mec. J'ai l'expérience, j'avais un petit peu de sous de côté grâce aux différentes affaires et j'avais la connaissance de la ville. Donc, Ouais, et puis la passion c'est du sûr. métier aussi, parce que j'ai l'impression que Complètement. souvent, quand tu l'as, t'as plutôt tendance à t'orienter direct vers ton propre établissement que vers d'abord un choix intelligent Ouais. de franchise, donc c'est trop cool. Mais je pense que par contre, demain, effectivement, je sais pas, avec Père et Fiche, on veut continuer, on veut ouvrir une nouvelle franchise ailleurs en France, genre Grenoble par exemple, qui est une ville que je connais mais que je connais pas si bien que ça. Ouais. Bah mec, 100% j'ai besoin de leur aide pour m'implanter. Et après, peut-être d'aide de gens sur place aussi, parce que même eux, ils n'auront pas forcément la connaissance parfaite de la ville. Mais ouais, après, je pense que c'est un échange. Jamais tu valides un lieu de façon sans leur montrer et jamais ils t'imposeront un lieu. Ouais, bien sûr. Forcément, c'est un truc que tu fais en équipe. Mais ouais, c'était plus facile, je pense, pour eux de m'avoir avec la connaissance de la ville. Ok. Et donc, de tout cet apprentissage-là, tu as monté Stuff Burn, Exactement. qui est un coffee shop, Mhm. du moins sur le papier, parce que vous faites pas que ça, vous faites plein de trucs trop cool. Comment tu as rencontré ton associé? Ça, c'est intéressant. Parce Alors, que je sais que tu es associé du coup sur Stuff Exactement, on est deux associés, donc avec Grégoire qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous voit à l'écran. Non, mais en fait, on est amis de longue date. En gros, moi j'étais ami avec le grand frère de son meilleur ami. Donc en effet, on faisait partie de la même bande, entre guillemets, de longue date. Ça fait bien 10-12 ans qu'on se connaît et on a toujours eu cette appétence pour travailler ensemble parce que Grégoire vient aussi de l'hôtellerie-restauration, il a fait ses études là-dedans. Après, il a fait un petit crochet par une boîte dans la food tech qui Ouais, s'appelle il m'en Not avait So Dark parlé, Clone ouais. aujourd'hui. Pour faire ses armes d'une manière différente parce que lui il était très pratico-pratique à la base justement Ok. et en fait on a toujours voulu monter un truc mais après moi je suis parti dans mes projets, lui après il avait son taf, ça et là en fait on a eu une fenêtre de tir et on s'est dit let's go, c'est le moment de le faire. Ça fait 8 ans qu'on en parle, on fonce maintenant. Et la fenêtre de tir, c'était le coffee shop ou la possibilité d'ouvrir quelque chose? Pourquoi vous êtes parti sur ça d'ailleurs? Alors je pense que on va être honnête, il y a un marché qu'on voyait en développement. Mais après, on avait une grosse appétence à ça parce qu'avec Grégoire, on passait tous les deux beaucoup de temps dans les coffees. On était très consommateurs. Quand on se voyait, c'était souvent dans des coffee shops. On aimait beaucoup la vibe, le mood. On est très friands de ce genre de boissons, etc. Et après, quand on a vu qu'il y avait un essor du marché, effectivement, on l'a constaté il y a déjà 2 ans. On s'est dit, bah, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On avait, nous, comme je te dis, on avait beaucoup fréquenté ces lieux-là. Et on se disait, bah, nous, on imagine un lieu qui serait différent de tout ça, tu vois. On avait une vision d'un truc qui pouvait être un petit peu différent de ce qui se faisait. Ok. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, typiquement le coffee shop, on dit souvent que tout ce qui est concept, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis et ça arrive après. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est un peu le truc. Tu vois, genre moi, je vois mes parents, quand j'étais petit, tu critiquais souvent le style de vie à l'américaine avec Ouais. ta grosse tasse dans la voiture quand tu partais au travail. Il y a toujours eu beaucoup de coffee shops là-bas. Et en fait, c'est en train de se passer. Bon, là, on est à Paris, donc t'es pas en voiture, t'es plutôt à pied. Mais c'est Ouais, vrai ouais. que ce style de vie, de passer prendre un café avant d'aller au bureau, il y a tout un mood autour de ça. Complètement. Et ça, je suis d'accord avec toi, ça fait 2-3 ans. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, la américanisation way of life qu'on nous apprend à Ouais, l'école, ouais. elle existe, on le sait tous. On vit de plus en plus tous de la même façon dans le monde occidental, entre guillemets. Mais sur le coffee, c'est vrai que la France était plutôt en retard sur ce domaine-là et ce marché-là. Je pense qu'on était très attaché à notre tradition du café comptoir à 1 euro pièce que Grave. tu bois sur le zinc Mais carrément. en 2-2, tu vois. Et ce qui est très bien, parce que c'est. Et moi, je suis pas contre ça, je pense que c'est deux choses qui doivent coexister. Mais je pense qu'on était très attaché à cette tradition-là. Et ce qui a fait que le coffee shop, qu'on peut voir d'ailleurs en Angleterre, c'était déjà méga développé. En Allemagne, ils sont super forts, des pays nordiques aussi. Et nous, on était un peu arriérés sur ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est en train d'exploser ces 2-3 dernières années, je pense, à Paris, c'est qu'on avait du retard. Et tu vois, nous, enfin moi d'un point de vue consommateur, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. En plus, on commence à bosser avec quelques-uns et tout, Ouais. donc on voit le développement des réseaux. Tu trouves qu'on est à un stade déjà bien avancé du développement du marché? En tout cas, je prends l'exemple de Paris, parce que j'ai pas le recul pour prendre les autres villes. Ou alors, à l'inverse, on se rend pas compte du boulevard qu'il y a devant et il y a encore de quoi faire sur le marché. Je pense qu'on est sur une 3e vague de coffee shop qui arrive. Je pense que dans cette 3e vague-là, il y aura des trucs beaucoup plus précis, beaucoup plus niche, beaucoup plus innovants. On va sortir un peu du coffee shop traditionnel où juste on a des très bons cafés, etc. Je pense que chacun va essayer de trouver un peu sa vibe, son élément différenciant, son facteur clé de succès. Donc, s'il va faire des coffees un peu hybrides, je pense qu'il se passera beaucoup plus de choses. Je pense aussi que dans le lot, il y a, et comme dans tous les trucs qui explosent un peu, il y a une vague de gens qui veulent juste surfer
en mode le CBD quand ça a explosé, les pokés, tous ces trucs-là où tu vois des boutiques ouvrir de manière décadente tous les jours et 6 mois plus tard, t'en vois la moitié qui a fermé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste vu un article dans les Echo Challenge, le coffee shop en plein essor et qui disent ok, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais sans forcément d'appétence, sans connaissance, sans même de plaisir là-dedans. Et du coup, je pense que cela, pour le coup, risque de disparaître, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mon cas, parce que je dis ça, mais qui risque de disparaître assez rapidement. Mais je pense qu'aussi, il y a une nouvelle génération qui va être assez intéressante à observer. Et du coup, pour toi, l'essence de la réussite, ça va être surtout dans la différenciation. Ouais, je pense. Ce Je qui pense se ressent que chez vous. ouais, parce qu'il y a eu une première vague de coffee shop il y a 10 ans, donc pour le coup c'était un peu early, mais c'est des torréfacteurs comme Dose, etc., qui étaient là un peu en avance et qui sont toujours là parce que du coup c'est devenu des gros acteurs de la torréfaction et qui ont des coffees. Je pense qu'il y a eu une deuxième vague avec Noir et tout ça qui sont bien institués, où pour le coup ils ont repris les codes du coffee shop mais avec un plus beau branding entre guillemets. Et là il y a cette troisième vague là un peu hybride où il y en a un qui va faire disquaire, il y en a un qui va faire fripe à côté. Et Ouais. du coup ça devient au-delà d'un coffee shop, je pense que ça devient des tiers-lieux, ça devient des lieux de vie. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que ça se ressent bien chez vous. Ouais, Parce que, complètement. Du coup, pour teaser un peu Stuff Burn, vous faites des collabs avec des marques, Ouais. vous faites des DJ sets, chose qu'on voit pas mal en ce moment, Ouais, ça mais a que buzzé, vous ouais. avez commencé super tôt en fait. Ouais, complètement. Déjà, qui a eu cette idée au début de faire des DJ sets? Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. En fait, on l'avait vu sur Insta. C'était prévu, on l'avait vu avec Vianney même sur Instagram, Ok. etc. Donc, il y a un an et demi, quand on construisait la DA de Stuff Burn avec Vianney, c'était déjà intégré dans notre DA. On avait déjà fait un logo des Stuff Burn Party. On avait déjà même imaginé une radio Stuff Burn. C'est quelque chose vraiment. C'était vraiment réfléchi, c'est pas C'était- Wallen, non, on non, met non. des platines, Et du les coup, pour gars. le coup, on y avait pensé déjà il y a un an et demi. Je suis même pas sûr que c'était vraiment une idée très développée à l'époque, comme celle qu'il y a aujourd'hui et que tout le monde s'est mis à le faire. Donc, nous, vraiment, c'était inscrit. C'était vraiment un truc auquel on avait pensé avec Vianney depuis toujours. Donc Ok. voilà. Et après, pour le coup, comment ça s'est concrétisé? On a de la chance. On a un copain qui s'appelle Nazim Omiz, son nom d'artiste, qui est assez connu dans le milieu de la house à Paris. Et une fois qu'il passe au café et qu'il me dit, mais mec, moi, une fois à New York, on m'a invité à mixer. Ah non, à New York, à LA, on m'a invité à mixer dans un coffee. Je suis sûr qu'à Paris, ça cartonnerait. Viens week-end prochain, je viens à ton café et je mixe. Et je me suis dit, putain, bah, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Vianney, on a tous les éléments graphiques pour le faire, on avait déjà l'affiche qui était prête, tu vois, pour l'event, tout était déjà prêt. Et en fait, il nous a mis le pied à l'étrier pour qu'on se lance et que derrière, une fois que c'était lancé, on a vu que ça avait bien accroché, que les gens étaient venus en nombre et on s'est dit, let's go, on continue, tu vois. Ouais, c'est trop cool. Et l'inspi du coup que vous avez eu au moment où vous avez réfléchi à ça, c'est tout ce qu'on voit pas mal avec les vinyles aussi. Je tombe souvent sur Complètement. des réels. Il y a un petit côté un peu vintage. Tu vois la marque Ouais, Aimé ouais. Léon d'Or Ouais, complètement, qui on s'en reprennent inspire ça, qui ont beaucoup. en plus ouvert un coffee shop, Ouais, je ouais. crois, à côté de leur boutique. Alors, je sais À plus dans quelle Londres, ville j'y suis déjà allé, ouais, qui est très sympa d'ailleurs. c'est. Très stylé. Ouais, Et, très, très moi, stylé. c'est pareil. J'étais tombé sur ça et en fait, l'univers est tellement sympa. Ouais, ouais, Et pour le coup, ça se mêle assez bien avec le coffee. tout à fait. Et là où je te rejoins sur le côté, il y a un peu une nouvelle vague, c'est que j'ai l'impression le coffee shop d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans avait tendance plutôt à prôner, non pas que les deux soient paradoxales, mais à prôner le style de vie sain, on boit du matcha, on se Ouais, fait un ouais, run, on complètement. vient et tout. Pourtant, le fait de faire un DJ set qui est de base associé à l'alcool, etc., le fait de le faire dans un coffee, les deux se mêlent parfaitement bien, Ça je se trouve. mêle super bien, ça se Moi, mêle super bien. c'était chez vous le premier que j'ai fait, Ouais, et ouais. en vrai, c'est trop cool. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Après, je pense qu'il y a une appétence aussi des gens aujourd'hui à essayer de faire la fête différemment de ce qu'on faisait avant. Les clubs marchent un petit peu moins. Les gens boivent un petit peu moins d'alcool, apparemment, selon l'INSEE, etc. Ah ouais. Je pense, ouais, c'est un truc Mais que j'ai vu il carrément. n'y a pas très longtemps sur Internet. Et du coup, je pense que les gens cherchent à faire la fête différemment. Et quoi de mieux que de venir danser de midi à 18h tout l'après-midi comme un fou dans un café. T'as écouté de la super bonne musique, les gens étaient cool. T'as pas les mauvais côtés que tu peux avoir à 3 heures en boîte, etc. Tu vois, on te renverse le verre dessus, les gens sont un peu bourrés, ça se Ouais, rentre c'est dedans. clair. Là, c'est hyper respectueux et tout ça. Et au final, tu rentres chez toi à 19h, le lendemain, t'es frais comme un gardon Mais carrément. et t'as kiffé, tu Puis en vois, en plus, vrai. c'est Genre, trop sympa parce que vous êtes ouvert sur l'extérieur. exactement, t'as un le peu un café est bien côté, fait pour ça, ouais, il s'y ouais, prête c'est bien. parfait. Et est-ce que tu arrives un peu à évaluer les retombées que tu as d'un point de vue purement business? Parce que bon, c'est quand même du kiff. En vrai, on va pas se mentir, c'est trop cool de faire ça. Ouais, Mais ouais. j'imagine que dans la réflexion, il y a aussi un aspect notoriété de marque. Complètement, c'est que ça même. Surtout, ouais. Ouais, c'est principalement, en gros, sur ce genre d'événement, effectivement, maintenant qu'on est de plus en plus, entre guillemets, connu, ça commence à générer du CA et du résultat net. De base, c'était vraiment pour la noto de marque. Le base, c'était de faire connaître la marque sous ses différents aspects, ce qu'on aime bien, ce qu'on avait prévu d'intégrer dedans avec Vianney, etc. Toutes nos passions et de le faire découvrir via ce genre d'événement, etc. Donc vraiment faire de la noto de marque à fond. Après, évaluer les retombées, c'est toujours un peu complexe. Ça se calcule sur les réseaux sociaux où à chaque fois tu gagnes un petit peu d'abonnés, etc. De temps en temps, tu reconnais des visages qui étaient venus à un événement, qui t'ont dit qu'ils repasseraient et que tu vois bien prendre un café random en pleine journée, tout ça. Ouais, Donc puis c'est du coup, t'as cool. une relation qui est plus qu'un simple client, entre guillemets. Exactement, VIP. t'as un peu Là, c'est rigolé. vraiment un mec. Avec C'est qui- ça. Voilà, trop T'as bien. passé un moment privilégié, etc. Et d'ailleurs, qui est un des axes que nous, on voulait instituer dans le coffee shop, on trouvait qu'il y avait un truc un peu froid Ouais.
Ou le barista, souvent, il était un peu terne, un peu taciturne, machin. Nous, on voulait un truc où ça se marre, tu vois. En vrai, il faut qu'on prenne du plaisir tous. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des retombées là-dessus. Et après, les plus faciles à évaluer, ça va être d'un point de vue B2B. Où en fait, il y a beaucoup de marques qui entendent parler de toi, qui d'un coup veulent être associées à ton image de marque aussi, qui veulent collaborer, que ce soit sur du textile, sur un événement, sur ce genre de choses. Pour le coup, d'un point de vue B2B, tu vois les retombées facilement. Ok. Parce que du coup, on parle différenciation, déjà de par le lieu, mais du coup de par la com aussi, évidemment, vous cherchez à Complètement. faire plus que le reste, parce que Ouais, ouais. toutes les chaînes qu'on citait tout à l'heure, enfin, c'est des Insta très propres, Très lisse, très ouais. soft. Vous-même, dans la DA, il y a un côté un peu vif. Ouais. Même dans le logo, il est assez, entre guillemets, brutal. Ouais, bien ce qui sûr. dénote bien avec ce qu'on trouve dans l'écosystème, même les couleurs, l'orange qu'on partage Complètement. d'ailleurs. Nous, on est très orange aussi. Ouais, dans la c'est vrai, DA. c'est vrai. Et c'est Vianney qui m'a appris qu'apparemment, c'est la couleur du service. Ouais, Parce que exactement. moi, Ouais, ce on qu'il en nous avait parlait, dit j'étais en mode, aussi. putain, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'orange, ça faisait un peu basic fit. Ouais, ouais. Et genre, ça m'a tué. J'étais en mode, putain, m'a fait chier. Putain, c'est que j'avais tu pas vois. pensé, ça me dégoûte de savoir ça maintenant. Non, là. mais non, mais ça va. En plus, du coup, il est un peu plus vif. Ouais, il est un peu Et plus pétard, pareil, ouais. on l'a poussé un peu plus parce qu'au début, on avait fait un truc, bon, orange, ok, c'est cool, mais on va rester sur un orange tranquille. Et en Ouais. fait, non, basic fit. Mais non, c'est le service, c'est cool. Mais ouais, du coup, dans la DA, ça se ressent. Donc, dans la com aussi, et ce qui est cool. Et tu parles donc du B2B sur la partie collaboration. Ouais, tout à fait. C'est vrai que vous en avez fait pas mal. Là aussi, vous tirez votre épingle du jeu. Samedi dernier, c'était Versatile, une marque de parfum. Exactement. Comment est-ce que tu trouves ces partenaires? Parce que j'imagine qu'au début, il y a un enjeu un peu de crédibilité. C'est-à-dire comment est-ce que tu es assez crédible pour que eux te repèrent? Et est-ce que après justement, ça te permet aussi de te donner de la crédibilité pour la suite? Alors, je pense que de base, tu vois, les premiers événements, on les faisait pour nous, par nous, tu vois, en gros. On bricolait comme on pouvait. D'ailleurs, les premiers événements par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, alors que c'était il y a que quelques mois, on s'est beaucoup professionnalisé, tu vois. Ouais. Au début, ça bricolait, niveau matos musique, niveau aussi. C'était tout un peu à la mort moelle, tu vois. Tout était fait à la Ouais, mais c'est va-vite. cool. Parce qu'on savait C'est pas faire, tu authentique. vois. On découvrait un peu un nouveau métier, entre guillemets, aussi dans le domaine de la resto. Et du coup, au début, c'était vraiment pour nous, par nous. Et puis, tu sais, on a posté du contenu. On avait déjà un vidéaste qui nous fait des vidéos super quali. On a posté à fond du contenu et après c'est d'autres gens qui me contactaient en disant on aimerait bien faire un événement DJ set avec vous, du coup t'en fais un autre et ainsi de suite. Et je pense que c'est à force de répétition, de voir un peu le contenu qualitatif, de voir qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui venaient à nos événements, que les gens se sont dit putain, ah ouais, ils sont légitimes, je pense que pour nous ça peut être utile. Et c'est comme ça que de fil en aiguille les gens ont commencé à nous contacter. Pour l'instant nous on n'a pas vraiment contacté d'entreprises ou de boîtes ou de marques pour des collabs. Pour l'instant on est plus venu nous chercher. Ok. Ce qui est Donc, très cool en vrai. Ouais, bah, Et c'est là que je carrément, me dis la qu'il y meilleure a position. des vraies retombées quand on fait ce genre d'événement. C'est que pour l'instant, on vient nous chercher sur ce genre de trucs, tu vois. Ouais, puis t'as un côté un peu transfert de notoriété aussi. Complètement. Parce que finalement, c'est assez récent, on en a même pas parlé, mais Stuff Burn, c'est à 6 mois à peu Ouais, près. c'est ça. On va fêter nos 6 mois incessamment sous peu. Ouais, donc c'est tout jeune. Ouais, c'est c'est hyper trop jeune. bien que des grosses marques commencent déjà à s'intéresser à Ouais, vous, complètement, ouais. Et sur différentes verticales aussi. Je sais que vous avez fait un truc avec Dopamine. On a fait un truc avec Je suis Dopamine, un ouais. petit peu. Ouais, ouais, Sur très l'aspect stylé. plutôt sport. C'est ça. Carla qui ouvre bientôt une salle qui s'appellera Dopamine sur Paris et qui sera une salle notamment autour des ice baths. C'est Ok. les trucs de récupération L'enfer, détente ce truc. à 0 degré là. Vraiment Bah, on a se testé lancer dedans. effectivement. Alors C'est gelé, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est gelé. Moi, j'étais tétanisé, je sentais plus mes jambes. Par contre, effectivement, Petite perte de la connaissance, libération de dopamine, j'imagine, Ouais, bien post-séance, c'est incroyable. Ok. Pendant 3 heures, tu as l'impression de te sentir super bien. Tu es à balle d'énergie. Tu peux bosser de manière hyper efficace. J'avoue, c'est un plaisir. Et du coup, on a collaboré avec eux. On a mis un ice bath dans le coffee et tout. C'était super drôle. Tu te retrouves avec 30 personnes en maillot de bain dans le café. c'est énorme. Tu te dis, mais même moi, quand je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Mais en même temps, c'est trop drôle, tu vois aussi. Genre, Mais ça marche bien, ça marche ça super marche trop bien. Là, tout le monde veut qu'on en refasse. Du coup, c'est prévu qu'on en refasse incessamment sous peu. Ok. Mais ouais, c'est cool. Et en fait, on se met pas trop de barrières. Et après, c'est ce qu'on avait imaginé aussi avec Vianney, tu vois. On voulait que Stuff Burn, évidemment, on ait un point d'entrée qui soit le coffee shop, mais que derrière, on imagine la marque comme une marque un peu globale. Alors, sans dire que pour l'instant, on est global. On a 6 mois, encore une fois. Faut avancer avec humilité. Mais en tout cas, on voulait se dire que s'il y a quelque chose qui nous plaît et qui nous donne envie, dans la DA de Stuff Burn, ça a été plus ou moins pensé pour que on puisse associer ce qu'on veut à cette marque-là, tu vois, en vrai. Ouais. Donc, c'était, dans la création, on l'a imaginé pour qu'on puisse avancer demain si on veut faire du textile, qu'on puisse le faire. Si on veut partir un peu dans de l'événementiel, on peut le faire, etc. Et que s'il y a quelque chose qui nous plaît, on peut le faire. Et ce qui est trop cool, c'est que le point central qui est le café, finalement, se prête particulièrement bien Complètement. à être l'épicentre de choses qui d'apparence sont paradoxales, genre C'est le ça. DJ set et le sport. Ouais, ouais. Si tu as comme point central un bar, bah potentiellement Ça le DJ fonctionnera set moins, ouais. ça marche, mais ça n'a rien d'original. Ouais, ouais. Et le sport, bon, tu t'envoies pas un footing pour après Complètement. boire 2-3 pintes, enfin, quoique ça peut arriver. Ça mais, peut arriver. on va dire Elles que sont méritées t'en au moins. fais- Ouais, elles sont méritées, mais t'en fais peut-être moins un Voilà. événement. Non, mais c'est Plus en trop- cachette. Ouais, plus en cachette. Mais non, du coup, c'est trop cool. Et pareil, du coup, ces marques-là, est-ce que vous collaborez plus que ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une offre B2B
de produits, de la livraison, etc. Tu m'as dit que, enfin, je t'ai vu arriver en scout, tu m'as dit que Ouais. tu faisais un peu de livraison. Comment ça marche du coup ça? Alors ça, pour le coup, c'est 100% du démarchage, hein. Ouais. On va dans notre quartier où on est implanté, on voit des entreprises où on a déjà des grosses bases clients dans notre fichier fidélité, etc. On arrive à identifier des entreprises, on y va avec une petite plaquette et on va se présenter, hein. On toque à la porte en se disant bah écoutez, on est Stuff Burn, on est à 2 mètres, on sait qu'on a pas mal de gens de chez vous qui sont friands de ce qu'on fait. Si vous voulez, à l'occasion, on peut vous faire traiteur sur de la partie sucrée, de la partie salée, livraison de café, ce que vous voulez, tu vois. Et sachant que sur le B2B, notamment quand tu es sur la construction de ta marque, on est open. S'ils ont des demandes assez spécifiques, on peut retravailler nos produits, on peut retravailler des recettes. Moi, je suis assez OK avec ça, tu vois. Et limite, je trouve ça sympa que des fois, de manière ponctuelle, alors si ça en vaut le coup d'un point de vue argent aussi, hein, tu peux pas pour 200 euros Ouais, bien sûr. faire tout et n'importe quoi. Mais si c'est intéressant, moi j'aime bien et ça me rappelle un peu ce que je pouvais faire avec Popote ou quoi, où des fois, tu as des demandes traiteurs où on va te demander de te creuser les méninges parce qu'il y a des demandes assez spécifiques où ils veulent que des aliments roses, que des trucs comme ça, machin. Et je trouve ça sympa, tu vois. Ça te sort un peu de tes habitudes. Ah bah carrément, puis ça sort aussi du côté coffee shop, un peu Complètement. takeaway, C'est tu ça. passes, il n'y a aucune relation. Ouais. Et donc vous avez Donc, quand même une offre food assez développée. c'est ça, ouais. On a une offre food assez développée. Pour la pâtisserie, on bosse avec Gast, qui est une pâtisserie qui est dans le premier arrondissement de Paris. C'est très stylé d'ailleurs, si vous voulez y passer. Mhm. C'est pâtisserie la journée et bistrot le soir. Ok. Donc un concept qui est assez surprenant de prime abord, mais qui fonctionne très très bien. C'est très très bon. Trop cool. Et du coup, on a développé un produit phare à Stuff Burn qu'on trouve que chez nous, avec Kylian, du coup, le patron de Gast, qui est la brioche fourrée. Et en gros, c'est que nous, on voulait une pâtisserie simple à manger, qui fasse l'unanimité. On n'a jamais vu quelqu'un qui n'aime pas la brioche. Pas de feuilletage, donc t'en mets pas partout. Tu peux manger ça en rapide sur le chemin du travail, etc. Et un peu Madeleine de Proust pour nous. On avait un peu cette idée quand on l'a pensé, quand on était petit, les douaps, les trucs comme ça, et on s'est dit un peu le premiumiser, tu vois. Ok. Mais c'est trop cool parce que du coup, donc en plus de ça, il y a vraiment un truc qu'on ne retrouve que chez vous. Parce que moi, je trouve que sur les coffees, en vrai, c'est un truc que je kiffe. Déjà, au-delà de Ouais, bien sûr. l'aspect entrepreneuriat, j'aime bien ça. Et en réfléchissant un peu, je trouve que souvent, la lacune vient de la partie nourriture. Tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et bon, je te raconte un peu ma life, mais Vas-y. j'étais tombé sur une boulangerie qui faisait des super bonnes pâtisseries à Saint-Jean-de-Luz. Un truc vraiment hyper authentique où en gros ils te servaient les viennoiseries, pâtisseries dans l'espèce de grande vasque comme ça. Et je me dis, putain, mais demain il y a un mec qui fait un coffee shop, mais juste qui se creuse un peu plus la tête. Ouais, Après, ouais, bien j'imagine sûr. que c'est une gestion parce que c'est pas le même métier entre faire des coffees que tu distribues aux personnes en 5 minutes et que tu revois le lendemain à 8 heures, VS avoir un vrai approvisionnement, voire carrément Complètement. produire soi-même. Mais du coup, là, le fait que vous ayez votre propre produit, bah, c'est génial, quoi. Ouais, ouais. Après, je pense que ça, c'est la chance d'avoir bossé dans la resto pure et dure avant de monter un coffee shop. J'ai un regard offre-produit Ouais. assez précis, tu vois. Surtout quand j'ai pu bosser avec des mecs bah, comme Anto sur Péréfiche, qui a une passion produit de dingo, ou avec Julien chez Popote, mais qui est un malade de cuisine, qui est super fort, qui pourrait bosser dans n'importe quel restaurant gastronomique, j'ai l'impression, tellement il est chaud en cuisine. Des fois, il amène des twists tellement recherchés dans un bar à salade. Je me dis, waouh, mais c'est trop fort, tu vois. Et du coup, grâce à eux, je pense avoir quelques compétences maintenant en cuisine Ouais. et dans ce domaine-là, qui me permet d'avoir quand même, ouais, d'avancer sur l'offre produit, d'être un peu pointilleux, tu vois. Donc alors, sur l'offre salée ou sur certains trucs, à Stubborn, on va pas chercher à révolutionner le monde non plus. Par contre, je fais hyper attention à avoir de la qualité de fou sur ce qu'on fait. Ouais, normal. Et tu as une stratégie un peu panier moyen, genre comme dans la resto, essayer de le tirer un peu. Comment est-ce qu'on fait parce que finalement, en termes de produits, même si tu diversifies sur de l'offre salée et sucrée, Bien sûr. bah, tu as quand même un produit central qui est assez basique. Ouais. C'est quoi un peu les réflexes quand on ouvre un coffee shop, comment on fait un peu pour penser ça et se dire, ok, mon but, ça va être de vendre un pack global. Je sais pas trop comment ça C'est fonctionne. super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, c'est là où la complexité du business model du coffee shop, c'est que il faut énormément de clients pour survivre étant donné que tu as un ticket moyen qui est assez faible généralement. Ouais. Donc en gros, si tu fais pas tes 150 clients dans la journée minimum, tu t'en sors pas, tu vois. Et du coup, il y a cette réflexion qu'on est en train d'avoir à l'heure actuelle de comment tu pousses ton panier moyen. Donc nous, au début, on pensait que ça allait être via l'offre déjeuner, via les sandwichs qu'on fait, etc. Mais pour l'instant, c'est pas une verticale qui fonctionne très bien. Je pense qu'on est très identifié coffee shop et du coup, c'est très difficile pour moi d'exister sur deux secteurs différents entre guillemets. Ouais. Alors pourtant, c'est pas du tout antinomique, tu vois, les deux peuvent coexister, mais dans la tête des gens, tu as identifié ça. Du coup, ils pensent pas forcément à venir chez Ouais, toi ça pour le va pas sandwich, tu forcément vois. être de la bonne qualité. Ouais. Tu peux un peu, ok, je Ou vois. même, ça leur traverse même pas l'esprit, tu vois. Ouais. On a des gens après 4 mois chez nous qui viennent 4 fois par semaine qui nous disent ah, mais vous faites des sandwichs, alors que c'est écrit 4 fois dans le local, tu vois. Et juste, ils y pensent pas. Donc, je pense qu'on a encore du boulot à faire pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible le fait qu'on ait une offre déjeuner. Et après, on essaie de bosser, par exemple,
un truc qui est tout simple, mais les suppléments, tu vois, en vrai, comme beaucoup de restaurants, Ouais. où là, on essaie de bosser un peu des différents sirops, des petites choses comme ça, chocolat blanc, pistache et tout. Et n'importe quelle boisson, pour 50 centimes, tu peux te rajouter un petit sirop, tu vois. Aller gratter du panier moyen comme ça. Un truc un peu fait maison, essayer Ouais, d'aller chercher exactement, plus ouais. qu'un simple sirop de caramel Ouais, à la exactement. pompe. Pas un sirop à la pompe basique, un truc un peu plus bossé avec des produits un peu plus nobles et que là, tu vas essayer de mettre en avant, tu vois. Ok, c'est trop cool. Ouais. Et j'allais dire un truc, je n'y. Et puis après, je pense que le gros truc sur le panier moyen aussi, c'est quand ta marque elle a un peu plus de notoriété, on n'y est pas encore, mais c'est que tu commences à inviter ta marque chez les gens via du merchandising, tu vois. Ouais. Que ce soit, nous, on a, comme on peut voir ici, du textile, pour le coup, qui s'est plutôt bien vendu. On a déjà vendu, je pense, une quarantaine de t-shirts depuis notre ouverture, donc c'est très cool. Et c'est pas que les copains, c'est Ouais, et beaucoup ça, de ça, clients. c'est cool parce que ouais, j'ai c'est l'impression cool. que tout le monde en fait un peu maintenant du merch, Ouais, même dans c'est les ça. restos. Ouais, Genre ouais. tous les restos un peu cool qui s'ouvrent, ils ont toujours un peu une gamme de t-shirts. Mais Complètement. j'ai l'impression qu'il reste quand même pas mal dans les placards. Ça reste C'est pas un mal dans peu les pour dire placards. d'eux. Ou sinon, c'est vachement les amis à la famille qui vont acheter. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment d'utilité à ça. Nous, on est assez contents parce que c'est vachement nos clients qui en prennent. Donc, on est très contents. Et d'ailleurs, on sort du coup bientôt une nouvelle pièce t-shirt. Ok. Mais du coup, je pense que c'est aussi ça le moyen de monter son ticket moyen. C'est quand les gens sont friands de ta marque, je pense qu'ils sont contents de porter ta marque, de la représenter, et tu passes le gap d'être juste un coffee shop. Ah bah, Tu deviens une carrément. marque stylée, et je pense que c'est le rêve de toute marque d'ailleurs, hein, de la food, c'est que tu passes juste ton secteur, ta niche, d'être, je sais pas, un salade bar ou un café, et que tu deviens juste une marque cool, et que les gens sont prêts à la porter tout le temps, tu vois. Ah bah carrément. Et la marque, bon, je fais un petit retour au début. On en a parlé parce qu'on connaît la personne qui s'en est occupée. Mais finalement, il y a quand même eu un gros travail de fond Bien sûr. sur la création de la marque. Vous n'êtes pas arrivé avec un truc fait vous-même en vous disant, bon, on l'améliorera plus tard, mais c'est pas la prio. Là, il y a vraiment eu un bel investissement sur ça. Avec Ouais, complètement. que ce soit sur les couleurs, sur le logo, sur la DA, sur l'aménagement du lieu. Comment est-ce que vous avez décidé de partir sur ça? Ouais. Qu'est-ce que ça vous rapporte aujourd'hui d'avoir pensé la marque? Est-ce que c'est juste, bon, on a une marque cool, du coup on sort Ouais. du lot? Ou est-ce que ça vous amène vraiment plus que ça, quoi? Complètement. Bah, déjà, je pense que c'était un vrai choix de passer directement par Nash Young, dans le sens où je pense que si tu passes pas par une grosse agence de strat et de création de marque comme Nash Young, dans tous les cas, 2 à 3 ans plus tard, tu devras le faire. Ouais. Donc en gros, tu vas bricoler au début, peut-être payer moins cher, etc. Mais tu sais que dans 2 à 3 ans, tu vas devoir faire un rebranding parce que ta marque, elle sera pas assez forte pour aller dans ton développement. Et en fait, nous, on a fait le choix de se dire, bah, c'est un peu dommage de faire ça parce que dans tous les cas, cet argent-là, on va devoir le mettre tôt ou tard. Juste, tu auras peut-être freiné ton développement pendant ces 2-3 premières années parce que tu étais concentré sur ton offre, sur ci, sur ça. Mais par contre, tu aurais. Ouais, c'est un frein à ton développement, je pense. Parce que ça t'apporte pas une certaine légitimité dans ton domaine, tu vois. Alors que là, tu arrives direct comme entre guillemets, un gros acteur parce que tu arrives avec une belle DA, un truc qui est carré. Nous, on nous demande fréquemment, tu vois, est-ce qu'on est déjà une chaîne? Et alors, c'est à la fois très plaisant et à la fois pas du tout plaisant parce qu'on veut pas être une chaîne aseptisée et tout ça, mais c'est à la fois plaisant dans le sens où je pense que quand les gens veulent dire ça, c'est qu'ils voient déjà un truc qui est carré, tu vois. En vrai. Moi Donc, j'étais sûr que vous en aviez deux. Bah, ouais, la première tu fois vois. qu'on s'est Ouais, rencontrés, c'est vrai je que tu lui ai m'avais dit, ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais Et du coup, je pense que ça te persuadé. donne une légitimité auprès de ta clientèle ou même d'acteurs pro, tu vois, d'avoir cette marque-là un peu bien brandée d'emblée. Et après, nous, on a fait le choix de Nash Young parce que je vais citer Vianney. Et je pense que c'est très vrai ce qu'il dit et c'est très important de le penser comme ça. C'est en fait, il faut une marque qui te ressemble. Il faut une marque qui te ressemble. Ouais. Et le gros point de Nash Young, c'est qu'en fait, tu fais que parler avec eux. Tu parles avec eux, tu parles avec eux. Grégoire et moi séparés, hein, pour pas que on influe l'un sur l'autre. C'est chacun de son côté, chacun son tour et tout. Et tu parles L'interrogatoire. vraiment. Et en fait, c'est vraiment, tu te livres sur ce que t'aimes, tes passions, tes coups musicaux surtout. Et après, bien sûr que nous, on était arrivé avec un peu un pitch. On avait déjà des idées de ce qu'on voulait. On avait déjà 2-3 petits brandings en tête et tout ça. Mais derrière, de tes passions et de tes affects et de ta sensibilité, ils vont plus tes inspires, le transformer en une marque qui te correspond, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire que ta marque se développe. C'est d'être le prolongement de ta marque. Et que, tu vois, bah, nous, tout ce qu'on fait, que ce soit les DJ sets, les collabs, les si, c'est parce que c'est nous, c'est les choses qu'on aime faire de base dans notre vie privée et tout ça. Et ça se ressent du coup quand on le fait. Ah bah c'est clair, et on parle vraiment de marque, c'est ça Ouais, qui est c'est ça, intéressant, ouais. c'est que c'est pas juste un logo, des couleurs où tu dis putain, bah moi je vais faire un truc, je le sens bien comme ça, tu regardes un mood board et ça y est, ça part. Mm. Il y a vraiment un côté 360 dans votre façon de vous exprimer, etc. Et c'est vrai que pour le coup, toi et Grégoire, vous matchez tellement bien, je trouve, Ouais. l'image du lieu et ça se ressent de l'extérieur. En fait, c'est assez naturel. Genre, t'as pas Complètement. besoin d'avoir une communication qui est forcée parce qu'à l'inverse, je trouve que quand t'es désaligné avec ce que tu vends, ça se ressent tout Ouais, je suis autant. d'accord. Et là, tu n'as aucun effort à faire pour faire quelque chose de naturel auquel les gens s'identifient. Et en vrai, pour en revenir à la base qui est le café, c'est tellement un élément de la vie quotidienne que quand t'en primes, tu peux aller le chercher chez quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Bien et sûr. tu sais que même si au fond, c'est la même chose, tu vas passer 3 minutes, tu vas prendre ton café, mais vas-y, tu passes un bon moment. En vrai, c'est trop cool.
Et Le service, c'est hyper important de nos jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux boire du bon café ou bien manger aussi. Au final, on retourne dans les endroits où on se sent bien. Et pour moi, le service, c'est le truc que tous les restaurateurs vont peut-être sous-estimer, où on va être hyper focus. Ok, il faut que j'ai un produit différenciant, ou il faut que j'ai une DA de zinzin, etc., etc. La base de la base dans ce métier-là, ça reste le service. Donc, faut que tes clients, ils aiment venir parler avec toi. Nous, je sais pas si t'as vu quand t'es passé, mais ils rentrent, ils ressortent, ouais. ils fument une clope, ils repassent nous dire bonjour, machin. C'est vraiment, ils viennent juste pour nous voir, tu vois. Et je pense que ça, c'est super important. Après, ce qui est compliqué, c'est le jour où t'es plus dedans. Faut réussir à transmettre ça à tes équipes pour qu'il y ait un prolongement de ça. Mais en tout cas, je pense que c'est la clé de base. Ouais, Faut bien pas sûr. l'oublier. Et c'est marrant parce que tu parlais du produit. C'est vrai que souvent, les mecs te parlent dans leur communication d'un grain torréfié d'une certaine manière, avec une provenance de tel endroit. Alors que peut-être que je me plante, parce que évidemment, tu vas dans un coffee shop, la condition c'est que ce soit du bon café, tu t'en doutes. Évidemment. Mais est-ce que pour de vrai, le client final en a vraiment quelque chose à faire, que ce soit un truc de Colombie versus de trucs? Est-ce Complètement. qu'ils s'en rendent compte? Alors j'imagine qu'il y a c'est un spectre, tu as des clients qui Bien sont très sûr. attachés à ça. Mais comment vous le vendez? Où est-ce que vous en parlez? Est-ce Alors, que... nous, sur la partie torréfaction, on bosse avec Brûlerie, qui est un des torréfacteurs emblématiques de Paris. Ok. Pour le coup, ils font du très très bon café. Mais nous, on a fait le choix de prendre un blend chez eux qui est assez consensuel. Pour le coup, on prétendra jamais avoir le café, le plus gros café de spécialité, le truc le plus niche, par un petit producteur. C'est pas du tout c'est pas du tout notre cible et pas du tout notre envie. Parce qu'en fait, avec Grégoire, nous, on ne boit pas de double espresso serré comme ça, où on va aller chercher de l'acidité, tout ça. C'est vraiment pas notre kiff. Ouais. C'est vraiment pas notre truc. Et du coup, on veut pas du tout jouer cette carte-là parce que ce serait mentir et ce serait pas vrai de notre part, tu vois. Ce serait être malhonnête. Du coup, nous, on a du très bon café. On a pris un blend qu'on trouve cool. On pense qu'il peut plaire à des mecs qui aiment vraiment le café spécialité, mais il va plaire aussi à des gens qui n'ont pas le palais aiguisé pour le café spécialité parce qu'il est assez rond, assez sucré, etc. Et ce qui est vrai aussi, après, encore une fois, ça c'est notre cible. Je pense qu'il y a des coffees qui vont vraiment jouer cette carte-là parce que c'est des passionnés du café en tant que tel, Ouais, du bien produit, tu vois, comme on peut l'être sur le vin ou sur le whisky ou d'autres produits un peu avec une forte valeur ajoutée comme ça. Mais nous, au final, notre clientèle, quand tu prends un latte caramel, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Genre, clair. oui, tu vas faire gaffe. Si c'est un très mauvais café, tu vas le sentir dedans. Ouais. Mais globalement, tu vas pas sentir tous les arômes du café parce que ça va être camouflé par du lait d'amande et 10 pouces de lait de caramel, tu vois, Ouais, de c'est sirop de clair. caramel. Donc, nous, c'est pas du tout la verticale qu'on a décidé de prendre. Après, encore une fois, c'est zéro une critique. Je pense qu'il y a des gens qui sont très niches, qui le font très bien, qui le feront bien mieux que nous sinon on le faisait, et qui ont la clientèle qui correspond à ça. Nous, notre C'est clientèle, sûr. c'est pas celle-là. En vrai, c'est sûr. Là, je disais ça vraiment d'un point de vue pure communication. Ouais. Même pour en revenir à. On parlait de Nachenio encore une fois. Ça faisait le sujet d'une discussion sur le podcast, du coup. C'est ce truc de. Bah, qu'est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux C'est te ça. positionner comme un café d'exception et auquel cas, bah, c'est. Ok, genre tu vas vendre des cafés à 10, 11 euros Ouais, complètement. et tu auras ta scie pour ça. Mais est-ce que quand tu es un coffee shop qui fait de l'événement, qui a une DA cool, est-ce que le fait de venir rajouter café d'exception, en fait, on s'en doute, on vient chez toi, tu vas avoir du bon café. Exactement, donc, tu auras du bon café. Et nous, c'est pour ça, je sais pas si tu as remarqué, mais on communique très peu dessus. On communique juste sur le fait de travailler avec Brûlerie parce qu'on est très très content d'avancer avec eux. Ouais. C'est un super acteur. Nous, ils nous ont accompagnés sur énormément de sujets. Ils ont pris leur rôle très à cœur et bien au-delà de juste la torréfaction. Donc vraiment, pour le coup, on est très content de les mettre en avant. Par contre, on veut pas du tout jouer sur ce créneau-là. C'est pas du tout notre cible. Nous, comme je disais tout à l'heure, on a plus vocation à devenir un lieu de vie où évidemment tu as du bon café, mais on veut plus être un lieu de vie où tu sais que tu vas venir passer un moment avec tes potes le week-end, que ce soit autour, comme tu as vu avec Versatile, tester des parfums. Demain, ça sera peut-être un ice bath. Peut-être demain, on imagine d'autres trucs. On est déjà sur d'autres sujets avec Grégoire, tu vois. Mais plus un lieu de vie. ok. Et donc, après avoir été franchisé, maintenant que tu as ta propre marque, Mhm. est-ce qu'il y a une volonté de devenir franchiseur, de faire grossir un peu le réseau, ou en propre, ou alors pas? Enfin, Alors écoute, ça m'a fait un peu l'effet inverse, moi je trouve. Alors je sais pas s'ils diraient ça de moi, je pense que je suis un pas trop mauvais franchisé. Après, si un jour tu les invites, on verra s'ils disent l'inverse, je sais pas du tout. Potentiellement ils sont pas du tout on d'accord avec citera moi. ton nom, on dira Moi je non, pense ça que va pas j'étais du tout, les gars. un plutôt pas mauvais franchisé Ah, c'est un auprès gros d'eux. mytho, il travaille pas du vraiment. tout, en fait. C'est un enfer, c'est off micro, genre l'enfer. On va bien faire la santé. Ah ouais. Coupe. Mais non, par contre, du coup, à l'inverse, j'ai vu les écueils que parfois ils peuvent avoir. J'ai vu quand des fois ça peut se passer mal avec des franchisés, pas forcément hyper mal, hein, mais juste les complexités que ça apporte, etc. Moi, à l'heure actuelle, je préfère bosser en succursale, avoir mon développement en propre. Et c'est pas un sujet pour moi la franchise tout de suite. Ok, mais il y a Après, un sujet quand même de développement. De développement, Vous sûr voulez et ouvrir certain. plusieurs enseignes, C'est complètement dans les tuyaux.
Mais pour l'instant, ça sera que en propre. Après, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. C'est un coup, on se revoit dans 6 semaines, je te dirais complètement l'inverse, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, non. Ça sera du développement en succursale. J'ai envie d'avoir un contrôle sur la qualité. Je veux être dans les établissements tout le temps. Bien Je sûr. veux avoir la main mise sur tous ces sujets-là et je veux pas que ça m'échappe. Et peut-être que dans quelques années, dans X années, 4, 5, 6 ans, ça sera peut-être un sujet. Mais voilà. Mais en plus, je sais pas encore. La marque, on l'a construit aussi en avançant et je sais pas encore exactement où on veut l'amener, tu vois. On a énormément d'idées, c'est peut-être ça le problème, on a peut-être trop d'idées, mais du coup, on sait même pas si Stuff Burn, on va le faire vivre que sous le format du coffee shop, tu vois. Ok. Potentiellement, le deuxième, c'est sûr que ça sera un coffee, mais potentiellement, le troisième établissement, on n'exclut pas de faire un restaurant, un bar à cocktail autour du café. On a déjà des idées de ce style-là, tu vois, et de faire exister la marque, mais sur peut-être d'autres créneaux, d'une autre façon, d'autres moments de vie, tu En vois. conservant le café sur la partie resto comme centre, même si tu pars Exactement. sur le cocktail toujours, Ouais. ou même en sortant complètement. Ça peut sortir complètement. Après, j'aime bien l'idée de le garder en fil conducteur. Je trouve ça Ouais. sympa que, par exemple, demain, tu fasses un restaurant, bah, tu fasses une cuisine un peu au café, tu vois, tu l'amènes. Il y a beaucoup de mélanges qui sont très bien, mis au café, etc., Ouais. qui fonctionnent bien. Pourquoi pas le garder un peu en fil conducteur, discret, tu vois, tu fais attention, mais sans y faire attention. Ok. Et vous avez pas peur que, tu vois, souvent on dit, genre, tu as des établissements, les gens viennent pour le lieu, tu as des établissements, les gens viennent pour les fondateurs. Vous, pour le coup, l'ADA, bah, comme on a pu le dire, elle transpire entre guillemets les fondateurs Ouais, bien parce que sûr. vous représentez ça super bien. Mais pour autant, on vient aussi pour vous. Comment tu vas faire pour trouver des gens qui fiteront à ce point et pour qui on viendra aussi dans le lieu parce que c'est eux tout en passant à l'échelle. C'est très complexe comme question, c'est très Ah complexe. ouais, je me doute. Je l'ai déjà vécu une fois il y a X années sur notre premier pop-up que j'avais avec mon ami associé Valentin sur place, où on était parti pour ouvrir le deuxième et on s'était mis tous les deux sur l'ouverture du deuxième et on avait pris un manager pour le premier. Et en fait, au bout de 3 mois, et je te jure que c'est vrai, on avait fait moins 40% de CA. Et c'est là que tu te dis, les gens viennent en partie pour toi et pas que pour le concept aussi, tu vois. Et ça, c'est ma grande crainte, c'est que ta personnalité devienne plus forte que le concept alors que c'est pas censé être le cas. Faut que la marque, elle existe avec ou sans toi. Ouais, bien Et du sûr. coup, c'est soit tu arrives à faire une marque tellement forte que en fait tu disparais au profit de la marque, soit justement comme tu le disais, c'est réussir à donner une impulsion auprès de tes équipes pour qu'ils soient dans la ligne conductrice que tu leur as donnée et qu'ils soient vraiment dans le même mood que toi. Et ça, c'est super dur parce que c'est la question du recrutement. Ouais. Et je pense que, alors je sais pas si on a déjà parlé avec les autres invités que tu as eu, mais le recrutement, que ce soit pour moi ou je pense pour n'importe qui, c'est si dur. C'est si Ouais. dur. Ah bah carrément, surtout en ce moment déjà. Surtout en ce moment et dans ce milieu-là où, alors sans faire de parallèle ou quoi, je pense que dans la finance, tu vois, par exemple, quand tu passes un entretien, tu vas avoir 5 salles d'entretien. Donc les mecs, quand ils t'embauchent à la fin, ils savent qu'ils embauchent. Mec, moi, pour prendre un assistant manager, un truc comme ça, je vais pas lui faire passer 12 entretiens, tu vois. Ça aurait ni queue ni tête. Enfin, Test de genre- la T-Art. Ouais, voilà, tu vois, pour ce métier-là, ce serait n'importe quoi. Et je pense que tout le monde refuserait autant d'entretiens dans ce secteur d'activité-là. Du coup, en fait, sur des moments très courts, réussir à identifier vraiment le vrai fond de la personnalité de quelqu'un, Ouais, puis avoir c'est un assez bon complexe. fit humain. Un bon fit humain. Je pense que ça, pour le coup, il y a rien qui le remplacera. C'est l'expérience qui te l'apportera, tu vois, en vrai. Bien sûr. Et je pense que ça prend du temps. Moi, honnêtement, après maintenant 6 ans d'entrepreneuriat, entre guillemets, dans ce secteur-là, je pense pas être, encore une fois, quelqu'un qui a la science infuse sur le sujet. Je me trompe encore régulièrement. Ouais, c'est sûr. Et tu t'as pas peur aussi de sortir de l'opérationnel parce que ça se voit que t'aimes ça quand même. Moi, j'ai une passion ce personnelle, côté ouais, terre à effectivement. terre, rester dans le métier. Je pense qu'aussi quand tu grossis, bah, ça Ouais. devient un autre métier. Même si ouais, tu je suis dois d'accord. passer par l'opérationnel pour savoir ce que t'inculques à tes équipes ou autres, Ouais, bah, mine de rien, après, bah, ne serait-ce que le recrutement, ouais, si tu c'est sûr. grossis à échelle, bah, en fait, ça devient un taf à part entière. Complètement. quoi. Alors, je pense que je quitterai jamais 100% l'opérationnel. Je pense que on verra comment ça évolue avec Grégoire, etc. Les rôles se précisent aussi au fur et à mesure du temps. Je pense que moi, j'aurais toujours une vocation à être un peu plus sur le terrain que lui, potentiellement. Ok. Moi, j'ai un affect pour ça. Et en plus, c'est là-dedans où je pense commencer à être bon, tu vois, après quelques années. Bah, après, ce qui est un très bon fit d'avoir Ouais, un associé complètement, ouais, ouais. opérationnel, un associé gestion, Tout à fait, finalement, tu c'est vois. ce qui marche le mieux, c'est ce Je qu'on pense voit que c'est bien de ne souvent. pas avoir des compétences identiques, tu vois, d'avoir chacun ses spécialités un petit peu entre guillemets. Et du coup, effectivement, je pense que même dans quelques années, j'aurai toujours 15-20% d'opérationnel, je serai toujours un petit peu sur le terrain. Et après, je pense que le truc qui est important justement, et ça rejoint un peu la question que tu me demandais juste avant aussi, c'est en fait, il faut se légitimer. Et ça passe par l'opérationnel. Si tu veux que tes salariés ils soient dans la filiation de ce que tu fais et de ce que tu es, faut leur montrer que tu le fais. Ok. Et il faut se légitimer. Et bah ça c'est marrant parce que je sais pas si tu te souviens la première fois qu'on a parlé, parce que du coup tu as Mhm. toujours tes autres anciennes, Bien sûr. donc tu es maintenant à Paris, c'est à Lyon, Bien donc sûr. il y a quand même un côté plus gestion. Tu me Complètement. disais que même si tu n'étais pas là-bas, bah, de temps en temps juste il fallait que tu reviennes, que tu remontes ce Complètement. qu'il faut faire. Et tout de suite, c'est des reproches qui m'ont déjà été faits par mes équipes et ce que j'entends à 2000%. Il y a un moment donné, tu veux qu'ils fassent certaines choses pour toi, tu veux qu'ils avancent d'une certaine façon, etc. Faut montrer que tu es capable de le faire aussi. Et de un, il y a une vision un peu, juste un peu
entre guillemets, de statut. T'es le patron, tu montres que tu sais suivre avec eux, tu montres que s'il faut faire du service, tu sais le faire avec eux. Il y a une question de légitimité de tes compétences. Et après, il y a une question aussi, pour donner l'impulsion, faut être présent physiquement pour le montrer aussi, tu vois. Le contact client, de la façon dont tu le fais, le bon wording, la façon d'interagir. Si tu le montres pas et que t'es pas présent de temps en temps, c'est impossible de le transmettre, tu vois, entre guillemets. Ok. Et maintenant, avec un peu plus de recul, quelqu'un qui nous écoute, qui veut se lancer dans la resto, qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est quoi les choses que tu aimerais avertir? Parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même un secteur qui a un peu le vent en poupe, tu vois, c'est un peu le truc Complètement, à la mode. Tout le monde se lance dedans, peu importe l'origine, peu importe le fait qu'ils aient de l'expérience ou non. Sur quoi est-ce que tu pourrais conseiller, sur quoi tu pourrais avertir quelqu'un qui voudrait se lancer, qui penserait pas forcément à la difficulté de telle Ouais. ou telle chose? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a une chose déjà pour avancer. Après, tu me diras, c'est valable dans tout l'entrepreneuriat, mais peut-être que moi, je connais que la restauration, donc je vais en parler dans le cadre de la restauration. Je pense que c'est l'humilité. Je pense qu'il faut avancer vraiment avec beaucoup d'humilité dans le sens où même si demain, tu as une affaire qui a cartonné, c'est pas un gage de garantie que le deuxième va cartonner aussi. Ouais, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut avancer prudemment, avec beaucoup d'humilité. Et je pense que quelqu'un qui veut se lancer, c'est bien de commencer avec, entre guillemets, un mentor. Ouais. Que ce soit via de la franchise ou pas via de la franchise, mais d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, ça t'évite un nombre d'écueils, mais monstrueux. Nous, au début, même si on était en franchise avec Julien et Guillaume de Popote, avec mon associé Valentin, ils étaient à Paris, on était à Lyon. Ils n'avaient pas la manne qu'ils ont aujourd'hui et le développement qu'ils ont aujourd'hui. Donc, même eux, ils ne pouvaient pas venir très souvent à Lyon, etc. Et c'est zéro une critique. C'est le fait est que nous, on a voulu être early sur Popote. Eux, ils n'avaient pas les moyens de forcément nous suivre sur tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, on s'est retrouvés vachement, des fois, isolés et on a appris. Alors, pour le coup, c'est une très bonne école. Tu apprends sur le tas, mais tu apprends en te trompant. Et je pense que c'est bien de passer, soit d'avoir peut-être managé un établissement ou d'avoir été assistant manager, de passer par un truc un peu peut-être de salarié avant de monter si tu n'as aucune expérience là-dedans, de passer par une franchise, ça peut être une très bonne école aussi, ou juste d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui peut te faire du mentoring sur le sujet, parce que c'est un métier qui est plus complexe que ce qui paraît de prime abord, je pense. Ah bah c'est sûr. Et puis surtout, pour le coup, c'est un métier où tu taffes, quoi. Et il y a Alors, c'est beaucoup, pas un truc, il y a quand même beaucoup d'échecs dans la restauration. Ouais. C'est vrai qu'on voit, et je pense que ça c'est valable dans tout l'entrepreneuriat, on voit beaucoup les succès via LinkedIn, via ci, via ça, où tu as l'impression que tout le monde explose tout le temps. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, si tu vois les 5% qui explosent, mais t'en as 95%, mec, ils ont mis les pieds, la clé sous la porte au bout de 6 mois, tu vois, en vrai. Et notamment, j'en parlais avec Anto de Péréfiche, mais Faubourg-Poissonnière où ils sont installés, eux avoir réussi à, entre guillemets, percer dans cette rue-là. Mais c'est vraiment que le concept, pour moi, il était éprouvé. Parce que cette rue-là, tu passes 4 mois plus tard. C'est une rue des concepts. Ah, mais déjà, vraiment. T'as que ça. Et je sais pas si t'as fait gaffe, mais tu passes 3 mois Ça plus tourne, tard, ouais. la moitié des concepts ils ont changé. Parce qu'en fait, le milieu est tellement compétitif, il y a tellement de belles enseignes dans cette rue-là que ceux qui survivent, c'est vraiment les meilleurs. En fait, c'est une boîte de pétri. Si tu réussis Mais là-bas, vraiment. normalement, si tu passes les 6 mois, c'est bon. Je Alors pense que là, c'est vraiment là, t'es ça. parti. C'est un gage de qualité pour la C'est suite. le crash hein. test. Et ok. Et j'allais te dire aussi, est-ce que tu penses que du coup, quand tu montes ton premier restaurant, ton premier établissement, même si tu as une volonté d'étendre sur de la franchise après ou tu penses tout de suite groupe, mieux vaut commencer par gérer un truc terre à terre, même si vous êtes que 2, 3, 4, et après sur cette base-là étendre, ou dès le début, comme là toi c'est le cas, tu sais que tu veux grossir, tu es quand même obligé de penser groupe. Est-ce que tu dois par exemple anticiper, bon là aujourd'hui je veux faire du produit de qualité, mais sur le premier forcément je gagnerai pas d'argent, ça marchera sur le volume, Ouais. donc je dois quand même partir sur ça. Comment ça fonctionne? Parce que c'est pareil, aujourd'hui, tu vois, nouvelle génération, ils veulent beaucoup de choses, tout de suite ouvrir des gros réseaux. Ouais, bien sûr. Euh, C'est un truc que je vois beaucoup en ce moment Ouais. qui mérite un peu le poil, où je vois des gens qui ouvrent des restaurants, ils n'ont même pas encore ouvert le premier établissement et ils parlent du fait qu'ils ouvrent un groupe de restaurants. Ce que j'ai du mal à comprendre parce que tu n'as même pas éprouvé ton business model une seule seconde et tu parles déjà d'ouvrir un groupe de restaurants. Je trouve ça lunaire pour moi. Moi, je suis plus de la vie. Alors, c'est peut-être que je suis peut-être de la vieille école, entre guillemets, ou peut-être parce que je suis un peu frileux. Je pense, j'ai une vision groupe. J'ai une vision pour avancer. J'ai un plan de développement dans ma tête, effectivement. Mais par contre, je pense qu'il faut avancer sereinement, en vrai. Et je pense que c'est des choses que j'ai appris auprès de Popote et de Péréfiche. Je vois que c'est des marches qui, je leur prédis un immense avenir. Et Popote, c'est déjà le cas. Ils ont déjà 40 établissements en France. Péréfiche, honnêtement, je pense que c'est une question d'années avant que ce soit déjà le cas aussi. Je leur prédis un immense avenir, mais pourquoi? Parce qu'ils ont avancé sereinement et sainement. Avant de se lancer en succursale, avant de se lancer en franchise, ils ont éprouvé leur business model de 1000 façons différentes. Ouais, même Et sur je le pense- produit. Mais bien sûr. Et Anthony, c'est ça qui s'occupe. Exactement, du coup, c'est de toute Anthony la qui est plus partie recette. aspect produit, ouais. C'est vraiment très très bon, très Super recherché. C'est pas juste de la franchise de burger de Complètement. poisson. On fait Walligan, un truc au lieu noir. Et je trouve ça, et c'est trop bien d'avoir une vision de son développement et de vouloir avancer et d'avoir plein de projets. Mec, si tu la fais pas ça, personne l'aura à ta place, tu vois, cette envie-là. Donc tu es obligé de l'avoir, mais franchement, faut avancer sereinement. Ouais, c'est Je pense qu'il faut. Moi, tu vois, j'en parle souvent à Greg parce que c'est vrai que des fois on se dit putain, mais vas-y, quand est-ce qu'on ouvre le deuxième, machin. ouais. Et en fait, surtout des fois, quand tu commences à avoir un peu de traction. Bien comme sûr, ça, tu les vois, gens t'es qui trop viennent pour content les et- événements, tu te dis putain, mais les gens ils kiffent, non, mais on fait 10. tu te retrouves Bah, c'est hypé pas- de ouf Ouais. et t'as trop envie de foncer, tu vois. Et des fois, tu sais, on se rappelle alors tous les deux en se disant non, mais attends, ok, on n'a pas tout qui est carré, nos fiches recettes elles sont pas encore claires. Là, en fait, demain, si tu donnes les clés à quelqu'un,
En fait, c'est ça la question. C'est est-ce que demain, si tu laisses les clés de ta boutique à un manager, est-ce qu'il arrive à faire aussi bien que toi avec les armes que tu lui donnes à l'instant T? Et moi, je pense que pour nous, en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Nos process, ils sont hyper améliorables sur plein de sujets différents. Il y a encore plein de choses à voir. Et je pense qu'il faut à fond éprouver son business model et après penser à son développement. Ouais, c'est clair. C'est, ouais. C'est exactement la même chose dans nos métiers à nous, Ouais. qui sont plus orientés start-up, où Bien tu sûr. vois que sur LinkedIn les mecs qui ont 45 pays et des levées de fonds astronomiques sans avoir l'envers du décor. Alors que dans les faits, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous, on est content de ce qu'on fait, mais encore une fois, on est dans l'opérationnel à 100%. Bien sûr. Est-ce que demain, si ne serait-ce qu'on recrute une personne pour remplacer l'un et l'autre, ça tournera de la même manière? C'est pas sûr, quoi. C'est compliqué, tu vois, en vrai. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord tout mettre les choses au clair, bien penser son projet, bien voir où tu vas avancer. Et après, une fois que tu as fait tout ça, tu pourras penser à la suite. Mais je vois, en fait, les gens, ils ont tendance à se dire putain, j'ai vu, eux, ils ont fait 15 ouvertures dans l'année, je vais faire pareil et tout. Ouais, mais en fait, t'as pas vu les 6 ans où ils étaient dans leur boutique tous les jours. Je pense notamment à Pizza Cozy. Bah, en vrai, Pizza Cozy, tout le monde voit le succès que c'est aujourd'hui. Mais je crois que les mecs, ils ont marné dans leur boutique pendant je sais pas combien d'années avant de se lancer en franchise, d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Et les mecs, ils ont éprouvé leur truc 1000 fois. Et même aujourd'hui, j'ai vu justement qu'ils ont bossé avec Nagel Yang, etc. Je pense que ça, c'est une des clés aussi de la réussite, c'est de jamais s'endormir sur son concept et de penser continuellement à le réinventer et à le faire évoluer. Mais au début, tu es obligé de passer par du très concret pour pouvoir penser à la suite. Eh bah, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Julien. Alors, je vais te dire un truc qui est peut-être con. Je sais plus, je crois que c'est 5 ans. Il disait que la durée de vie d'un concept, c'est 5 ans. Si tu te renouvelles pas, alors faut pas tout refaire à zéro, et c'est pas pour autant qu'il Non. faut changer toute ta DA tous les 5 ans, mais faut jamais reposer sur ses acquis parce que les C'est habitudes sûr. de consommation changent, Exactement. le marché change, Ouais, la ouais. concurrence est de plus en plus importante. Faut toujours penser à se renouveler. Je pense que passer par la bonne boîte de strat, etc., ça donne peut-être 1 ou 2 années de rab par rapport à d'autres boîtes, mais complètement. En tout cas, c'est parce que tu as marché pendant 4 ans que tu marcheras les 4 années suivantes. Et j'ai vu tellement de concepts s'effondrer parce que trop sur d'eux et trop à se reposer sur leurs acquis. Et pour le coup, j'espère ne jamais tomber là-dedans, tu vois. Et de toujours me réinventer, toujours amener des nouvelles choses, de la nouveauté, que ce soit des trucs tout bêtes, hein, mais que ce soit à la fois sur ta carte comme sur ton concept, tu vois, en vrai. Tout simple, nous, tu vois, là, sur Stuff Burn, depuis qu'on a ouvert, c'était il y a 6 mois, tous les mois, on fait une carte saisonnière avec 4-5 produits qui changent. Ok. En se disant, les mecs, ils viennent enfin, on a des clients qui viennent 4 fois par semaine. Sur du salé ou même sur Non, l'offre sur le café, salé vous et sucré. changez aussi. Ouais, sur salé, sucré Ouais. et boisson, surtout. Et on essaie d'amener de la nouveauté constamment. En fait, le mec, il vient 4-5 fois par semaine, voire plus pour certains. Bah, en fait, si tu lui amènes pas quelque chose de nouveau, au bout d'un moment, il va aller à l'autre coffee shop juste parce qu'il y a une boisson que t'as pas, tu vois, en vrai. Il y a un truc avec la pistache en ce moment, non? Ah, la pistache, ouais, c'est fort, c'est fort. C'est à cause du Dubai Chocolate. C'est à Non, cause mais du Dubai c'est ça, mais Chocolate. c'est ça, mais entre. Ah non, ça a commencé avec la pizza. Ouais. Stracciatella, pistache, Ouais, mortadelle. J'ai l'impression que maintenant, t'en as partout. Ouais, vraiment partout, ouais. Petit aparté. Après, c'est vrai que même moi, je suis très friand de pistache. hein. Ouais, C'est- moi c'est aussi, mais, excellentissime, hein, mais limite maintenant c'est too much parce que Ouais, tu ouais. manges que de la pistache, quoi. C'est clair. Que ce soit sur l'offre sucrée Mais du tu vois, nous, matin. typiquement, le latte pistache, c'est un de nos best-sellers. Ouais. De loin. C'est quoi le truc que vous vendez le plus? Ah, c'est ça que je vais te poser comme question tout à l'heure. Alors, bizarrement, coffee shop, le terme c'est coffee shop, ce que tu vends le plus, c'est du matcha. C'est vrai. Ouais. Ah, donc On il y a devrait renommer le vraiment- truc, il y a en vrai, genre, vraiment un truc avec le Ah matcha. ouais, le matcha, c'est très très fort. hein. Vraiment, ça doit être 60% de nos ventes. Ouais, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut en boire pour en boire, mais qu'il y a une bonne partie des personnes qui s'accordent pour dire que Qui n'aiment c'est pas quand ça. même pas exceptionnellement bon. Et tu leur demandes, mais du coup, pourquoi tu bois ça? Attention, là, Parce que tu c'est- lances un pavé dans la mare, Ah c'est un non, vrai pardon, sujet là. Est-ce pardon, qu'on peut se pardon. permettre de parler de ça? Non, mais en vrai, Ouais, non, mais- j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Bon, alors, il y a des gens qui adorent ça, ok. Mais tu vois, je prends ma petite amie en contre-exemple qui boit du matcha, mais qui me dit c'est trop bon, mais que avec du lait de coco, un sirop et un matcha. Je suis en mode, bah, ok, super. C'est comme les escargots, tu le manges pour le beurre à l'ail. Ah oui, est-ce l'escargot que c'est seul, ça va pas être fou, ouais. Mais après, bon, évidemment, encore une fois, il y a un spectre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment vraiment ça pour les bienfaits que ça apporte. Je pense qu'il y a les 2 écoles. Moi, j'en vois qui me demandent des matchas à l'eau. Pour moi, c'est terrifiant. hein. Moi, je bois ça, mec, c'est Ah, j'ai c'est vu pas ça bon du une tout. fois, avec un petit truc d'eau à côté et il Et dilue juste, en fonction de tu ce dis qu'ils juste le aiment. matcha et juste Ouais, il le rallonge j'ai à l'eau. Donc c'est vraiment de l'eau avec du matcha. Moi, quand on me demande ça, ça me fait froid dans le dos. Moi, je suis incapable de boire ça. Moi, je suis un peu comme ta copine. J'adore ça avec du lait de coco et un peu de purée de mangue. Là, je trouve ça super bon, tu vois. Mais Je par regarde contre, pas, je lui donne comme ça. factuellement, moi, je trouve que ce qui est trop fort sur le matcha, c'est le boost travail. Donc en ça, gros, par contre, c'est vraiment. bah, moi, mon humble avis, c'est ce que je vis. Le café, je trouve que ça me met un énorme pic. Après, je redescends et après, limite, j'ai un coup de barre. Ouais. Le matcha, des fois, je m'en bois un et pendant 5-6 heures, je suis méga à l'affût. Ok, Je donc suis au c'est pas taquet. juste parce que c'est ce que tout le monde dit pour justifier Ouais. la consommation, donc c'est vrai en fait. Honnêtement, moi, je bois très. Alors, bizarrement, j'ai un coffee shop, mais je bois très peu d'excitants. Je bois jamais de café. Je bois jamais de matcha. Et du coup, le jour où j'ai vraiment un coup de moins bien, que je sens que je suis fatigué par le taf, etc., je bois juste un matcha. Ça m'arrive toutes les 3 semaines. Et du coup, je le sens. Je le sens, Ouais, c'est bah, un c'est la bonheur. même chose, genre à pas dormir le soir et tout. Ouais, ouais. Bon, on se disait qu'il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais ce serait quoi un peu là la vision à 5-10 ans perso? Bon, Stuff Burn, on a compris un petit peu la Ouais. volonté de déployer, mais toi, tu as déjà du coup plusieurs restos sous gestion. Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans
Qu'est-ce que tu aimerais faire toi? Est-ce que tu as une vie de restauration devant toi? Est-ce que tu penses à d'autres trucs? Ouais, restauration, j'y serai encore, de sûr et certain. J'adore ça, je suis passionné de ça et je me vois pas faire autre chose à l'heure actuelle. Après, j'aime vraiment bien l'hospitality dans sa globalité. Donc, j'excuse pas. Pour l'instant, j'en suis très loin, que ce soit dans la manne financière ou même on m'a pas proposé de projet là-dedans. Mais tu vois, l'hôtellerie. L'hôtellerie, j'aimerais bien y mettre un pied à jour. Et je sais que Grégoire, potentiellement, ça lui plaît aussi. Hôtellerie, ça me plairait de fou. On est peut-être potentiellement sur un projet de nightclub pour l'année prochaine aussi avec Grégoire et d'autres associés. Il y a des choses dans le pipe. Mais moi, Stuffburn, je vais continuer de développer. Mais j'aime bien ce truc que j'étais pas du tout prédestiné pour ça et j'avais pas du tout pensé comme ça. Mais d'être un peu multimarque, d'être multi-business, d'avoir le pied dans pas mal de choses. En fait, je me rends compte que j'adore. Ouais, ça me J'adore. tombe pas. C'est cool. Déjà Chaque que la vie projet est d'entrepreneur différent. dans la food, tes journées se ressemblent jamais. Mais alors d'avoir plusieurs business dans plusieurs domaines différents dans la food, mais moi mec, mes journées c'est vraiment des fois je passe du coq à l'âne, je suis choqué, tu vois en vrai. Genre mes journées ne se ressemblent vraiment jamais pour le coup. Alors bon, effectivement c'est intense, c'est très demandant et faut avoir un bon abattage de travail je pense et c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre c'est méga plaisant. Ouais. C'est méga plaisant. Mec, des fois, je fais l'aller-retour à Lyon, je fais 2 services avec Anto à Père-et-Fiche à Lyon. Le lendemain, je remonte pour un event au coffee, je me retrouve avec 300 personnes en train de danser autour de mon café, je sais même pas ce qu'ils foutent là. Et le lendemain, il y a des gens en maillot de bain dans le café. Et je me dis, waouh, c'est quoi cette vie, tu vois, en vrai, Et c'est vrai trop que, bien. en plus, l'hôtellerie, pour le coup, tu peux vraiment associer plein de choses. De Genre Hoxton, ce qu'ils font en ce moment. Complètement. Je trouve que c'est trop sympa. Et il y a de plus en plus de cafés d'ailleurs qui s'associent avec des grandes Ouais. chaînes d'hôtellerie luxe en vrai. Carrément. T'as même des mecs qui Des ont stands, fait hein. des clubs à Ouais. l'intérieur des hôtels. Le Soho House, ce Exactement. genre de choses. Hein. Ouais, même tout ce qui est membership. C'est un sujet Exactement. pour vous de faire un truc un peu. Alors, tu sais, il y avait quand même Prêt à manger qui était arrivé très fort Oui, avec, c'est vrai. avec leur abonnement et et je tout crois ça. qu'ils ont changé leur offre. Alors en Genre, fait, ils l'ont même supprimé, je crois, si je dis pas de oula, bêtises. Parce que ça va faire des Bah, en pas fait, je pense contents. qu'honnêtement, objectivement, ils faisaient du dumping. Enfin, je Ouais. pense qu'ils vendaient à perte, mais eux, vu qu'ils se lançaient sur le marché français, c'était un big moyen de faire de l'acquisition client. Et ce qui a bien fonctionné pour eux, d'ailleurs, je pense. Nous, on réfléchit, mais bon, on peut pas se permettre de perdre de l'argent. Mais ouais, on aimerait bien faire un truc comme ça. On trouve ça cool. Et surtout que le gros axe de Stubborn, c'est aussi de faire un truc un peu communautaire. Donc, une membership, ça fait sens, tu vois. Ouais, mais il faut que ce soit bien fait, je trouve. Mais il faut que ce soit bien Parce fait. qu'il y a Donc, c'est pour beaucoup ça, de on peut pas se personnes qui veulent le précipiter. créer. Bon, la carte à points, en vrai, on la connaît. Oui. C'est un peu limité. Exactement. Et pour le coup, pour citer Hoxton, qui n'ont pas demandé de le faire, mais ça fait plaisir quand même. Ouais. On a bossé chez eux pendant un moment avant d'avoir nos propres bureaux. Et tu vois, je pense que c'est le seul programme de feed où, genre, vraiment, c'était bien foutu, quoi. Ouais, c'est bien foutu. Genre, ouais. t'avais un café par jour, si je dis pas de bêtises. Après, eux, c'était clairement fait pour tapater après sur la resto, etc. Donc, ils avaient une offre derrière beaucoup plus développée qui leur permettait de le faire. Mais t'avais aussi tout un truc sur les nouvelles ouvertures. T'avais des réducs de ouf. T'avais des réducs de 10% sur tous les Mais restos. c'est le rôle de la feed d'ailleurs. C'était hein, bien pensé, tu vois. La feed pour faire de l'offert, ça a pas de sens. La feed Ouais. pour vraiment amener du business sur d'autres verticales, sur d'autres sujets, c'est hyper intéressant. Ouais, C'est surtout pour si drainer vous du avez trafic, une- la feed. C'est pas pour juste dire que tous les 10 cafés, t'as un café offert. Sinon, ça n'a pas Carrément. d'intérêt. Et là où ça a du sens pour vous, c'est si vous voulez créer quelque chose qui soit multifonction, entre guillemets. Complètement. Vous pouvez tellement créer un écosystème où tu attires avec le café, mais tu renvoies sur un autre Bah, en truc. fait, moi, je cite souvent, bon, alors qui est plus du tout tendance aujourd'hui, mais qui pour moi a été un énorme truc à l'époque. Et encore une fois, on est très très loin de là, mais ce serait un goal. Mais tu te souviens de Hard Rock Coffee? Ouais. C'était trop fort. Hard Rock Coffee, c'était trop fort. Et c'est dommage parce que maintenant, ça tourne plus tant Bah, que ça, c'est un le peu rock vieillissant, n'existe plus en fait, ouais. plus personne n'écoute du rock, donc forcément ça a pris un peu du plomb dans l'aile. Mais à l'époque, Hard Rock c'était juste un disquaire, après qui est devenu un bar, qui est devenu après une chaîne d'hôtels, de restaurants. Et en fait, tu pouvais aller chez Hard Rock pour acheter du textile, pour manger, pour faire la teuf ou pour tes vacances. Ouais, Et ça c'est faisait sens à chaque fois. Et personne n'était choqué de ça, tu vois en vrai. Et moi je trouve ça trop fort que ta marque ça devienne un truc aussi puissant. Ouais, et à Tu tel vois. point que ça devient. Enfin, de mon point de vue, c'était un peu le truc quand tu vas dans une ville, tu vas au Hard Rock. Mais mec, tu te souviens quand on était au lycée, c'était trop cool de ramener Ouais. un t-shirt Hard Rock Carrément, de, carrément, de carrément. Londres ou je sais pas où, tu Ouais, vois. en vrai, grave. genre, t'avais un mec qui avait ça, t'étais en mode ah putain, trop jaloux, tu vois. Putain, il l'a lui. Ouais, c'est clair. Bon, bah, on a fait le tour de pas mal de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé parler, qu'on n'a pas évoqués? C'est évidemment pas une question piège. Hein. Non, écoute, non, je trouve qu'on a fait un bon tour. C'était un très bon exercice, c'était méga intéressant. Et même moi, ça me permet d'avoir les idées plus au clair, tu Ça vois. y est, même Ouais, peut-être tu sais, même des ça- nouvelles idées pour la Mais suite. vraiment, tu sais, en fait, ça te remet Tu tout citeras, d'aplomb. tu diras que c'est grâce au Ça t'amène à parler podcast, sur des sujets où des fois, quand t'as la tête dans le guidon, tu les évoques plus trop et tout. Et en vrai, c'était super intéressant et j'ai passé un super moment. C'était Ok. c'était génial. Bah, trop cool, Charles. Bah, j'ai été ravi de te recevoir sur Merci, ce micro. Paul. Pour ceux qui nous ont suivis jusque maintenant, on espère que vous avez kiffé. Bah, Très bon de même. épisode, je suis très content. Et Trop puis, cool. bah, du coup, ciao. On se voit vite. Ouais, Ciao, ciao. Salut.